Bonjour, professeur Babacar Samb. Bonjour. Voilà, professeur Babacar Samb, vous êtes ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. Déjà, comment voyez-vous le conflit actuellement entre l'Iran et Israël? Pour ce conflit, je pense que c'est un conflit quand même qui est extrêmement grave pour la géopolitique de la sous-région du Moyen-Orient. Dans la mesure où les frappes israéliennes, qui sont des frappes dictées par la justification de la survie même de l'État d'Israël. Deuxièmement, donc c'est des frappes aussi qui ont pris comme cible les installations nucléaires et troisièmement, éliminer les chefs de l'armée nationale et les chefs même des gardiens de la révolution, c'est-à-dire l'armée idéologique de l'Iran. Ce qui me semble quand même une initiative peut-être qui a été cautionnée par les États-Unis et que tout le monde parle de la stabilité de la région, de ne pas extension du conflit de Gaza vers d'autres pays, mais là, je crois que nous sommes devant une situation que personne ne maîtrise pour l'instant par rapport donc à l'extension du conflit, dans la mesure où les pays qui se situent entre Israël et Iran, l'Irak, Syrie, la Jordanie, peuvent être véritablement, qu'ils le veuillent ou non, être partie prenante dans la mesure où les États-Unis quand même ont des bases militaires là-bas. Ils disent des éléments militaires. Mais maintenant, comme l'Iran avait bien fait une déclaration que si les États-Unis aident Israël, quelle que soit la nature de l'aide pour l'agresser, en ce moment-là, toutes les bases des États-Unis au Moyen-Orient seront attaquées. Voilà, donc je crois que les déclarations de Donald Trump vont dans le sens de continuer à aider et à soutenir et à défendre Israël dans les frappes contre l'Iran. Et ces frappes, si ça se limitait seulement sur le plan militaire et nucléaire, on peut savoir, mais maintenant, ça commence à attaquer toutes les infrastructures économiques et l'Iran fait pareil. Vous avez vu hier les attaques, la première attaque de vendredi était ciblée seulement sur Tel Aviv et Haïfa, mais aujourd'hui, donc les attaques concernent l'ensemble du territoire israélien et qu'il y a beaucoup de dégâts matériels et des morts de part et d'autre. Je crois que si les Nations Unies et l'Union européenne, l'OCI, toutes ces organisations devraient quand même intervenir assez rapidement pour appeler à la raison, pour la stabilisation de la situation de conflit qu'on connaît actuellement. Et professeur, quelles en peuvent être les conséquences vraiment de ce conflit Israël-Iran? Les conséquences sur le plan géostratégique concernent tous les pays donc du Golfe, même peut être concerné parce que le pétrole qui passe donc des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et d'ailleurs ou les marchandises d'ailleurs qui viennent de l'Inde et qui passent par là, tous ces marchandises là doivent donc transiter par ce qu'on appelle donc le Golfe Persique ou bien le détroit de Dermouz où se trouve le Yémen. Et vous avez vu depuis le Yémen est engagé à défendre donc le Gaza et à cibler pas mal de bateaux qui vont vers Israël ou bien qui vont transiter Israël. Oui. Bon, si
la situation continue, je crois que l'Iran va utiliser donc les moyens forts, c'est-à-dire de cibler les bateaux qui vont transférer son pétrole, parce que l'Iran ne peut plus aussi vendre son pétrole, parce que l'Iran vend son pétrole plutôt à la Russie, mais les autres pays donc ils vont se ravitailler au niveau des pays du Golfe. Oui. Voilà, l'Europe, c'est ça qui va venir même au Sénégal et ailleurs. Donc, je crois que ce trafic-là peut être perturbé et que sur le plan géostratégique également, est-ce que le conflit va s'arrêter seulement entre l'Iran et Israël? Est-ce que les États-Unis, comme l'a dit Donald Trump, peuvent intervenir si les intérêts sont menacés? Est-ce que donc pas l'Union soviétique, la Russie, vous savez que c'est un allié, c'est un allié de l'Iran. C'est le seul allié sûr d'ailleurs de l'Iran et qui a ses intérêts. Même les drones que la Russie lance sur Ukraine, la plupart sont vendus par l'Iran. Voilà, donc maintenant c'est la guerre des missiles, la guerre des drones, c'est la destruction massive qui a commencé. Et quelles sont les limites par lesquelles donc la communauté internationale va condamner le premier qui a commencé donc les hostilités Israël, qui dit que ce n'est que dans un premier temps une frappe préventive. Donc, il n'y a pas de limite pour Israël. Il l'a dit très clairement, il n'y a pas de limite. Ils vont aller plus loin. À chaque fois qu'ils ont attaqué Iran, que Iran réplique, ils vont attaquer encore à nouveau. Donc, je crois que de part et d'autre, on devrait quand même les inviter de façon très sincère à respecter la loi internationale et surtout de les ramener à la table de négociation. Je ne parle pas des négociations que Donald Trump a commencé avec l'Iran par l'intermédiaire de Oman, parce que là, je crois que c'était seulement un jeu de dupes. Voilà, parce que les États-Unis en douce dit qu'il va négocier et a dit à Israël ne va pas attaquer, et après il a donné donc l'ordre à Israël, ou bien en tout cas qu'il est d'accord avec Israël pour qu'il attaque, parce qu'il dit qu'ils ont été informés avant l'attaque. Et ce qui avance, professeur, d'une éventuelle troisième mondiale, est-ce qu'on peut écarter ça? Je pense qu'il n'y a pas de limite. Je crois que troisième, parce que je parlais tout à l'heure de la Russie. Quand on voit le conflit, l'Ukraine-Russie, on n'arrive pas à trouver une solution d'entente. Bon, ils ont réussi plus ou moins à échanger des prisonniers, mais jusqu'à présent, de véritables négociations pour arrêter la guerre. L'Union européenne, et surtout l'Allemagne, la France, l'Angleterre, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts pour amener la Russie à arrêter, comme les États-Unis aussi essayent de le faire. Mais de manière générale, vous connaissez le principe que les États n'ont que leur intérêt. Pour la Russie, eh bien ça va continuer. Et que si le ravitaillement de la Russie en pétrole aussi n'est plus possible, la Russie a beaucoup de pétrole, mais il achète par troc donc du pétrole iranien. Et que l'Iran lui vend aussi des drones et que la Russie lui vend du matériel militaire. Donc je pense que si la Russie continue à armer Israël, les États-Unis continuent à armer l'Iran, Israël continue à armer et je voulais dire, les États-Unis continuent à armer Israël, en ce moment-là, bien entendu, on pourrait aller, si véritablement des négociations serrées et sincères ne sont pas entamées tout de suite, parce que les Nations Unies ne peuvent plus rien faire dans la mesure du veto américain, donc au niveau du Conseil de sécurité. Mais les Nations Unies ont vraiment fait les condamnations. Il y a une réunion qui est convoquée de façon urgente, mais que si le veto américain s'exerce,
eh bien, c'est comme une épée dans l'eau. Professeur Babacar Samb, quelle doit être la position des pays africains par rapport à ce conflit? Bon, je crois que l'Union africaine a déjà fait une réaction. J'ai entendu la réaction de l'Union africaine qui appelle les deux parties à la retenue. Et deuxièmement, je pense que les pays africains, il y en a beaucoup qui sont en coopération bilatérale très poussée avec Israël. Et l'Iran a quelques pays tout simplement dont le Sénégal, où il y a une coopération assez consistante. Mais je crois que comme les pays africains, la plupart sont membres aussi de l'OCI, les pays de majorité ou musulmane ou d'une minorité importante musulmane sont membres de l'OCI, bien entendu, ne peuvent rien faire de concret par rapport à l'arrêt du conflit, mais peuvent vraiment peser sur leur poids au niveau des Nations Unies, comme ils peuvent le faire au niveau de l'OCI. C'est les deux organes où les pays africains peuvent se prononcer. Mais je crois que le problème important des Moros, c'est surtout les pays arabes. Oui. Parce que si les pays arabes avaient avaient pris une position déterminante en face d'Israël et dire que vraiment il y a des lignes rouges à ne plus dépasser, en ce moment-là, les pays africains sont membres avec les pays arabes au niveau de l'OCI et au niveau de l'Union africaine. Ils peuvent vraiment jouer un rôle plus important. Mais on voit que l'ensemble des pays arabes ils sont sous la domination directe des États-Unis, dont le plus important pays qui est l'Égypte. Mais depuis 1978, avec les camps de Camp David, qui sont de la paix séparée entre Israël et l'Égypte, c'est là qu'on a sacrifié le problème palestinien. C'est là que c'est pris toutes les guerres. Israël s'est permis d'attaquer la Palestine en permanence. C'est là aussi que nous voyons que l'Égypte ne peut rien faire parce que l'Égypte est aidée sur le plan militaire, sur le plan économique, même sur son budget par les États-Unis. Les autres pays du Golfe, ils ont de l'argent, ils ont du pétrole, ils ont de l'influence, mais leurs influences également sont limitées. Comme beaucoup de pays africains ont des relations avec ces pays, si leur partenaire principal ne réagit pas, ils ne réagissent pas. C'est pourquoi nous sommes très étonnés de voir, les gens plutôt sont étonnés de voir pourquoi le Sénégal, qui dirige le comité de défense des droits palestiniens, ne rompent pas ses relations avec Israël parce que les pays arabes ne l'ont pas fait. Beaucoup d'autres, il y a ce qu'on appelle les accords d'Abraham qui lient ces pays arabes avec Israël qui le reconnaissent et que Israël ne peut pas reconnaître donc la Palestine. La solution des deux États étant un problème vraiment qui intéresse toutes les organisations. Donc je pense que leur point de vue serait important, aurait été très important si les pays arabes avaient une position beaucoup plus ferme à l'égard d'Israël et des États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup, professeur Babacar Samb, pour tous ces éclaircissements. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, professeur Babacar Samb. Merci beaucoup.